Bien. Je ne ferai pas l'outrance de rappeler que j'ai une épargne et pas une dette de quelques minutes. C'est pas... C'était juste pour plaisanter. Tu disais à juste titre en intro que peut-être qu'il fallait un système sur ces deux jambes. J'ose dire qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre, ou il y en a une qui est plus longue que l'autre, et qu'on ne veut pas le regarder. Je m'explique. D'accord. La sur- et sous-médicalisation sont les deux facettes d'une tendance nouvelle, dangereuse, qui ravage nos sociétés, qui n'épargne pas les plus pauvres, qui est aussi l'apanage des plus riches, et qui, à mon avis, ne veut pas être regardée en face. Car il y a trop d'enjeux derrière les questions de santé et peut-être de conscience aliénée, dès qu'il s'agit de soins, de maladies, de morts, etc. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est la sur- et sous-médicalisation ? Tout simplement, trop d'actes de soins et de produits, ou pas assez, surtout trop d'actes de soins ou de produits inutiles, voire dangereux, ou plus grave, la médicalisation de questions non médicales, la médicalisation de réponses de questions de type social, économique, psycho-affective, spirituel, tout ce que vous voulez. Au nom de postulats élaborés, d'un point de vue idéologique, Félix, trop plutôt que pas assez, vieux dogme de la médecine libérale, trop plutôt que pas assez. Je prends un parapluie, généreusement repris par le mouvement social progressiste. Le plus tôt, c'est le mieux. Plus c'est petit, plus il faut y intervenir, au point qu'on se pose des questions sur les stratégies de dépistage. Je n'ai pas le temps de développer, donc je serai caricatural, comme disait ma prédécesseure. L'innovation égale le progrès. Bon, il n'y a que des naïfs sur la réalité de ce qui se passe dans le complexe médico-financier qui peuvent dire des choses comme ça. Malheureusement, les choses sont beaucoup moins prosaïques. Dans les sociétés qui disposent de richesses, évidemment inégalement répartis, les incidents, on croyait que c'était des incidents. Puis ensuite, on a dit des accidents. Puis ensuite, on a dit des scandales. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des logiques, il y a des stratégies. La dernière en date, c'est le sofosbuvir, l'antiviral hépatite C, reconnu efficace, sur lesquels la stratégie, c'est le mettre sur le marché le plus cher pour les systèmes de protection solvables, et ensuite négocier avec les plus pauvres parce que le marché est là. Bon, et je cite, je ne vais pas vous parler du Mediator, du Vioxx, du traitement contre le... etc., etc. Je ne veux pas caricaturer, mais il faut que vous sachiez que les revues les plus sérieuses, c'est-à-dire les plus indépendantes, disent que l'innovation est en panne sérieusement, sauf dans les annonces. Bon, c'est des choses, en France, elles sont devenues de plus en plus dévoilées. C'est ça qui est intéressant à prendre. On dit qu'il y a des maladies fabriquées après que le médicament ait été trouvé. Bon, on ne peut pas tout croire, il ne faut pas être maniaco, machin. Voilà, il ne faut pas voir la paranoïa partout. N'empêche que les Américains nous ont pondu, il y a 2 jours, de nouveaux chiffres, de nouveaux seuils de la pression artérielle. Nous en étions à 16,9, 14,9, 13,9, ils veulent baisser, ils voulaient baisser à 12,9, résistance 13,9. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Non, ça veut dire que si je prends... Dans le métier, non. C'est pas la peine Ceux qui ne sont pas dans le métier... Les périmètres changent. C'est-à-dire que si je vous prends à 14,9 ou à 13,9, il y en a un qui sera déclaré plus vite malade qu'il l'a été. D'accord ? Je crois que vous n'imaginez pas... je m'excuse de le dire comme ça, mais enfin, à quel point l'argent a pollué. L'honorable corporation à laquelle j'appartiens en premier, les publications, les essais cliniques, les grandes revues. Je crois que beaucoup de gens ne mesurent pas l'ampleur des tectoniques, y compris dans nos champs professionnels, chacun étant plombé dans le sien. Et dans les pays en voie de développement, c'est encore pire, puisque c'est avec retard qu'ils subissent les dernières secousses, les dernières répliques. Ces développements résultent à l'évidence de 2 choses qui ont été dites, c'est-à-dire les liens d'intérêt, inceste, et puis surtout la marchandisation. Enfin, on ne peut pas faire une analyse d'un côté et s'arrêter en cours de chemin.
elle a pollué aussi ce champ-là, le champ du soin. Et ça a engendré un modèle. Le modèle est en train d'évoluer. Des pratiques, façonner des consciences, des inconsciences, etc., etc. Et le problème, il est où? Le problème, il est qu'on produit des soins de plus en plus à risque, de plus en plus sûrs par ailleurs, mais aussi à risque, mais surtout de plus en plus coûteux. Et ça menace directement la solidarité et les systèmes de protection sociale. Donc là, il y a une vraie question, on ne peut pas ne pas la poser. Enfin, quand même, la mamelle de la solidarité ne peut pas engraisser que le monstre. Elle peut aussi enfanter des gens heureux, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ça, sauf à ce qu'on mette les chiffres sur la table. C'est-à-dire les flux financiers de la solidarité vont où? Vont à qui? Sont captés par qui? Ben oui, bien sûr. Même portés à leur plus haut niveau de couverture et de solidarité, nos systèmes de protection sociale ne peuvent pas continuer à alimenter ou à s'inscrire dans ces logiques. S'en rendre compte un jour. S'en rendre compte un jour. D'accord? Un jour, il y a des femmes qui vont se lever, qui vont demander des comptes sur certaines stratégies de dépistage qu'on leur a imposées dans leur vie. Un jour. Et un jour, on pourra même dire, et ceux qui les ont soutenus, et ceux qui les ont financés, etc., etc. Par exemple, la question que je me pose, c'est prise en charge de la souffrance, du soin, du germe, de la maladie, du facteur de risque, etc., ou remboursement à 100%. On ne peut pas passer d'un mot à l'autre comme ça. La prise en charge est une chose, le remboursement est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Or, on glisse comme ça, et dans ces glissades-là, il y a des fois des trucs idéologiques qui se perdent, enfin bref. Bon, je crois que l'optimisme, je crois que c'est une époque difficile, complexe, mais aussi formidable, parce qu'elle aiguise les contradictions, et dans celle-ci, il y a des professionnels indépendants, il y en a quelques-uns, il y a des patients éprouvés, il y a des citoyens avertis, il y a des sentinelles, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des charlatans, certes, qui s'emparent, qui amplifient, qui récupèrent, et ils ont bien raison d'ailleurs, et qui osent parler, agir, résister, écrire, témoigner, contrecarrer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de revues et le nombre d'émissions des grands médias qui se croient obligés, ou qui font semblant, de leur donner la parole, celle à qui ils refusaient. Par exemple, le dernier en date que j'ai surpris, c'est un prix Nobel de la paix, il doit être familier à certains parmi vous, un certain professeur Bernard Lone, celui qui a mis au point le défibrillateur cardiaque, là. Il a écrit, notre objectif doit être de faire autant que possible pour le patient, et aussi peu que possible au patient. En matière dialectique, le type, c'est la manière. Faire autant que possible pour le patient, et aussi peu que possible au patient. Aussi peu que possible. La notion de soin évolue. Elle prend une autre dimension. C'est pas à vous que je vais le dire. Et des revues comme le Lancet, qui est un peu notre Bible, hein, et aujourd'hui, elle a reviré aussi. Bon, vous allez me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache sous le truc? En tous les cas, elle ose dire, eux, ils traduisent comme ça en anglais, la sur- et sous-utilisation sape la capacité des pays à atteindre une couverture santé universelle durable et faire en sorte que les soins de santé soient un droit humain. Le Lancet, honorable revue de la place des dominants, en 2017, janvier 2017. Donc c'est une nouvelle religion. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un mouvement international qui se dessine. La librairie Cochrane est une librairie de publication libre, indépendante, moins liée aux intérêts financiers, qui de plus en plus devient une référence pour nous autres. La Choosely Wisely, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand mouvement, qui est né aux États-Unis, sous forme d'une campagne, puis ensuite ça a été devenu un programme, puis maintenant il y a tout un mouvement, choisir avec soin, avec justesse, wisely. L'association Slow Medicine en Italie. En France, il y a une revue Prescrire qui a survécu pendant 30 ans, indépendante, et qui dit un peu ce genre de choses depuis longtemps sur les médicaments. Le Forum Indep qui a essayé de faire acquérir à la formation médicale et surtout à la formation continue son indépendance, malheureusement vainement.
Il y a un groupe dans lequel j'active qui s'appelle Princeps, qui lutte pour une autre approche du médicament essentiel et une politique de liste restrictive, comme la Suède. Et puis, bon, mais ça, c'est des gens qu'on dit un peu activistes, gauchistes, de gauche, communistes, je sais pas quoi, enfin bref. Mais le ministère nous a invités il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé, avec la présence de Mme Buzyn, le 14 octobre, à une journée sous l'intitulé « La pertinence des soins ». Pertinence des soins. Pertinence des soins. Des soins qu'il faut à la personne qu'il faut, au moment qu'il faut, au niveau qu'il faut. La pertinence des soins. Imaginez la Haute Autorité de Santé. Bon, je vais m'abstenir de tout commentaire. En France, elle est connue pour être la maison des médecins d'un modèle qui fait... Et alors, rassure-toi, Félix, ici, ce n'est pas la Banque mondiale et le FMI qui fait la loi, mais on a invité des Américains, des Anglais, des Australiens, etc. Donc, c'est eux qui nous ont fait la leçon. Signe des temps, imaginez qu'ils invitent des gens intelligents. Imagine qu'ils aient invité des gens indépendants. Eh bien, c'était le cas. Allez comprendre pourquoi. Moi, j'en reviens pas. C'est-à-dire des gens qui sont venus leur dire, il faut faire le contraire de ce que vous avez fait. Il faut agir avec parcimonie, il faut regarder les liens d'intérêt, il faut regarder les revues, les publications, qui financent les formations, et surtout, il ne faut pas trop d'actes. Il faut qu'il y ait un arbitrage public sur la pertinence des actes, des pratiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était un peu... la ministre était présente, elle a rebondi en disant ça va être intégré dans... Et je me posais la question, c'est la même question qu'on se posait hier. Progrès ou tactique? Peut-être qu'il y a des deux. Hein. C'est comme l'histoire du socle. Parce que finalement, ce que Mme Schmid nous a dit, c'est que la belle idée du chemin horizontal progressif, le socle, il peut être à étages différenciés. Et c'est notre ami qui nous a expliqué hier, et aujourd'hui nos amis grecs qui nous ont explicité que derrière, il peut se cacher la vieille conception de la pénurie répartie, le paquet minimum, ou alors la conception du paquet essentiel. Je termine, ça y est, j'ai récupéré mes minutes. Je termine juste sur une chose. On a récupéré 3, là. On ne peut pas défendre un système de protection solidaire, accessible au plus grand nombre, et pas seulement dans les pays nantis, sauf si on a une conception de la solidarité à géométrie limitée. On ne peut pas défendre si dans le même temps, on ne travaille pas sur le modèle de soins. On ne peut pas alimenter avec la solidarité des gens qui en ont fait une marchandisation. Donc ce travail, oui, il exige des alliances et une grande vigilance. Merci. Merci beaucoup.